No le temas, no le temas, no le temas a la noche. No le temas, no le temas, no le temas a la noche. Deslizando las estrellas lejos de... Bonjour Agnès de Sarthe. Bonjour Denis Gancel. Merci beaucoup de nous recevoir. J'ai envie de commencer par un poème. Ah bah c'est bien, allons-y. Allez, un extrait de poème. Rompre les 1000 nœuds dont la ville nous lie. Si nous pouvions quitter ce Paris triste et fou, nous fuirions, nous irions quelque part, n'importe où. Victor Hugo. J'avais envie de commencer par ce poème parce que je crois que tu as fui Paris. Ouais, c'est vrai. Enfin, j'ai mis très longtemps à le fuir, donc c'est une fuite assez lente, parce que ça faisait peut-être 20 ans que j'avais décidé de fuir Paris, quand finalement j'ai réussi à en partir. C'est si difficile que ça ? Bah oui, c'est difficile parce qu'il y a les habitudes, il y a le travail et il y a beaucoup les enfants aussi. Ah. Les enfants qui, quand ils sont petits, font exactement ce qu'on leur dit, enfin plus ou moins, et puis quand ils grandissent, ont leur propre, ce qui est souhaitable d'ailleurs, leur propre désir, leur propre vie, et donc disent « Ah ben non, nous on veut rester ». Alors comment s'est passé le parachutage, comme on dit en politique ? Eh ben très bien. En fait, beaucoup mieux que... Enfin, comment dire ? Moi, nous, de toute façon, on était contents de partir. Donc, on savait que ça allait être mieux. On allait vers le mieux. Mais on s'était résolu à vivre une sorte d'existence qui serait particulière. On pensait être très seuls, que personne ne nous parlerait. On trouvait ça normal. On disait, ben voilà, les parigots qui débarquent. Il faut préciser que vous l'avez fait avant Covid et avant que ça devienne la mode. Oui, c'était en 2016 que la décision a été prise. Oui, c'est bien ça. Tout à fait. Et donc, moi, comme je suis d'un naturel assez solitaire, je me disais, bon, ben voilà, personne ne nous parlera et ce sera normal, ils auront raison, on vient les envahir, on n'a rien à faire ici, mais c'est pas grave, on sera bien quand même, on sera dans la nature, etc. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça, les gens étaient super sympas, ils ont été tout de suite curieux, nous proposant, ben, je sais pas, de l'aide, de toutes sortes de l'amitié, et donc très vite on a connu des gens autour de nous, des voisins, on s'est fait des amis tout de suite et ça a été très facile, on n'a pas du tout été seuls et on s'est tout de suite senti bien. C'est formidable. Alors où sommes-nous ici dans ce beau salon ? On est en Normandie. On est en Normandie, on est dans le pays de Caux, on n'est pas loin de la mer. On est pour moi dans un territoire arpenté par Maupassant, je le sens, enfin... Et je me souviens quand je suis allée à la boulangerie, quand on est arrivé en juin, et le premier automne qu'on a passé ici, à la boulangerie, j'ai vu des douillons. Et j'en avais vu que dans les livres, moi, des douillons. Je ne savais même pas que ça existait, enfin si je le supposais, mais... Et j'aime tellement Maupassant et Flaubert, et pour moi c'était tellement comme des créatures sorties de leurs livres, que j'ai quand même eu les larmes aux yeux, et je les ai presque en reparlant, dans la boulangerie, en voyant les douillons. Je me suis dit, oh, j'y suis, quoi. Je suis chez mes auteurs favoris. Oui. Et j'avais pas pensé qu'on était à ce point-là sur le territoire en particulier de Maupassant. Oui. C'est très très frappant. Il y a des tas de décors autour d'ici qui sont dans son œuvre. Oui, l'hôtel des Vieux Plats, Pierre et Jean qui ne sont pas loin. Il faut préciser que le café du village s'appelle Le Bel Ami. Le Bel Ami. Voilà. C'est vrai. Voilà, hommage à Maupassant. Agnès, tu connais le principe de Flamme. C'est quelques questions qui ont toutes trait à la flamme. Alors on va commencer, si tu le veux bien, par la première, qui est peut-être la flamme que tu as reçue. La flamme que tu as reçue, et que peux-tu nous dire de cette transmission et de cet accueil ? Alors, j'ai l'impression d'avoir reçu une série de flammes. Ah, c'était un feu alors. C'était un feu d'artifice, parce que en citer une seule me paraîtrait... voilà. Soyons fous. Alors, je pense que la première flamme, et ça c'est peut-être une flamme qui est partagée par beaucoup de monde, c'était la flamme qui m'a été transmise par ma mère, et qui a ouvert la voie peut-être aux autres, parce que ma mère était à la fois un personnage très disponible et avec une présence énigmatique, donc pas écrasante mais très, très là,
quoi. Et aussi, dans cette façon d'être énigmatique, elle a permis aussi à d'autres flammes d'illuminer mon existence. Et donc, c'est comme ça, j'ai l'impression qu'il y a eu ce premier éclat d'une femme très lumineuse, très dévouée à ses enfants, très à l'écoute de ses enfants, et qui a comme ça ouvert un espace, une écoute et un accueil, et aussi pas du tout, il y a beaucoup, oui, j'hésite à le dire, mais si, il y a certaines femmes qui n'aiment pas tellement les femmes, et ma mère ne faisait pas partie de ce groupe-là. C'était une femme qui aimait les femmes et qui était respectueuse des autres femmes, et ça c'est important parce que ça développe aussi une forme de sororité possible par la suite, quand les femmes ne sont pas concurrentes ou rivalisantes. Ça arrive, ça ? Ça arrive, c'est malheureux, mais ça arrive. Moi, je l'ai découvert très tard, je ne savais pas que ça existait parce que je ne l'avais jamais vécu dans ma famille. Ma mère n'était pas du tout comme ça, ma sœur n'est pas du tout comme ça, et donc, mais j'en ai été témoin. Mais j'ai été préservée complètement de ça, ce qui fait que j'ai pu recevoir assez tôt des flammes qui venaient de femmes, et qui étaient, et je pense, c'était des enseignantes. C'est très important pour moi, les enseignants. Surtout maintenant où c'est une profession qui est très dénigrée, qui est très maltraitée, et je trouve que c'est d'une injustice épouvantable. Moi, parmi les personnes qui ont le plus compté dans ma vie, il y a 3 enseignantes. Donc la première, c'est une enseignante d'école maternelle. Dont tu te souviens ? Oui, je me souviens très très bien. Madame Bessis, dont j'ai parlé dans plusieurs livres, qui a été vraiment quelqu'un de très important pour moi, que j'ai connu à 4 ans, et qui m'a apporté énormément. C'était, je crois que c'était le départ de la flamme artistique. C'est-à-dire qu'elle me laissait ne pas aller en cours en récréation pour peindre. Et parce que peindre, à l'époque où j'écrivais pas, puisque j'avais 4 ans, c'était une forme d'écriture. Mais donc c'est né de là. Elle m'a donné cette autorisation, donc c'était très important. La deuxième enseignante, c'était Annick Chartreux, qui était mon enseignante de musique au collège pendant les... Je ne sais plus combien on passe d'années au collège, 4 ans, voilà, de la 6e à la 3e, et qui était une pédagogue, une pianiste, une compositrice géniale, et qu'on a eu la chance d'avoir comme prof de musique dans un collège parisien, et qui a été une immense inspiration, et qui aussi était très intrépide, quoi. Elle dirigeait un orchestre de collégiens, il y avait le lycée aussi. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai eu plus longtemps en fait, parce que c'était collège-lycée. Et donc elle dirigeait cet orchestre avec tous les niveaux étaient acceptés, tout le monde pouvait venir jouer dans l'orchestre, même si on avait fait de la flûte à bec depuis 3 jours, on pouvait. Et il y avait aussi, donc il y avait des virtuoses qui voisinaient avec des débutants, et elle adaptait les œuvres et elle arrangeait pour que ce soit possible. Et donc, elle nous a transmis la passion de la musique. Et la troisième enseignante, qui m'a donné la flamme très importante de la lecture, et c'est pas rien pour un écrivain, c'était Marianne Barberis, qui s'appelle maintenant Marianne Charbonnier, je crois, et qui était mon enseignante en classe de Cagnes, au lycée Fénelon. Et elle a littéralement changé ma vie, parce qu'elle m'a appris à lire. Je pense que je ne savais pas lire en arrivant, quand je suis arrivée dans sa classe, j'avais 18 ans, et je lisais comme n'importe qui, mais je ne comprenais pas ce que c'était. Et elle m'a retournée comme on retourne un sablier, et je suis devenue une autre personne parce qu'elle m'a fait découvrir la lecture, et ça c'est irremplaçable. C'est beau que tu éprouves le besoin de les nommer. Madame Bessis, Madame Chartreux, Madame Barberis. Ouais. Parce qu'effectivement, le souvenir qu'on peut avoir des institutrices, on les appelait par des noms. Oui. On se souvient des noms. Et donc, hommage à elles. Et c'est pour rendre grâce, oui. Oui, absolument. Peut-être un mot sur la musique. Je voudrais savoir ce que représente la musique pour toi et dans ton œuvre. Je me suis amusé à taper Agnès de Sarthe Google. Et livre au pluriel. Oui. Et là, j'ai vu un chiffre il y a écrit 45. Oui.
Et donc, il y a les 45 livres, Ah oui, les 45 ouvrages datés. Oui, oui. Et donc, je me suis dit, mais c'est considérable Ouais. de cette œuvre. Mais parlons 2 minutes de la musique qui a été très fondatrice Oui. par rapport à la flamme reçue. Oui. La musique, c'est venu très tôt dans ma vie. Tout de suite, en fait, parce que je pense que elle était déjà très importante pour mes parents qui n'étaient pas musiciens, mais très mélomanes et qui avaient des goûts très éclectiques. Qu'est-ce qu'on écoutait à la maison? Ben, justement, toutes sortes de choses. On écoutait aussi bien du Beethoven, du Bach, que Miles Davis, que Demis Roussos, que Claude François, que Ella Fitzgerald. Ah, c'était très éclectique. Ah non, mais à un point. C'est-à-dire, il n'y avait pas de barrière. Et on écoutait beaucoup de musique orientale aussi, Kalsoum, Farid El Atrache. Donc c'était, il n'y avait pas de classification, il n'y avait pas de hiérarchie. On savait que ça s'appelait le jazz, ça s'appelait les variétés, ça s'appelait la musique classique. Les disques étaient à peu près tous mélangés dans la discothèque. Et par exemple, on regardait Mariti et Gilbert Carpentier tous les samedis soirs sans exception. Alors que je peux imaginer que dans d'autres familles où on écoutait, je sais pas, Beethoven, Bach, Mozart ou Vivaldi, ou même des plus récents, ou Bartók, ou Prokofiev à haute dose, des familles comme ça, peut-être on disait, ah ben non, le samedi soir, on ne va pas regarder Top A ou Mariti et Gilbert Carpentier. Nous, oui, tout était mélangé. Et donc, il y avait les grands, enfin, il y avait Nougaro, Brassens, Brel, mais il y avait aussi, je sais pas, c'était toute une constellation de chanteurs, de musiciens, de compositeurs. Il y avait tout le temps de la musique chez nous. Il y avait tout le temps quelqu'un qui mettait un disque, tout le temps quelqu'un. On faisait des cassettes, je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, on mettait les chansons qu'on préférait les unes à la suite des autres, des playlists en fait. Oui, absolument. L'origine de la playlist. Absolument. Et on passait des heures à faire ça. Donc c'était très important, déjà à l'écoute, et puis assez tôt on a pratiqué, les enfants ont été encouragés par les parents à apprendre le solfège et la musique par le biais d'un instrument, ce qu'on a tous fait, les 3 enfants, et on n'était pas des acharnés de travail, c'est le moins qu'on puisse dire, mais la musique est entrée. La musique est entrée en chacun de nous et elle a pris énormément de place. Alors, quelle flamme t'a transmise la musique? La flamme d'un langage hors des mots. Ça, c'est un recours extraordinaire quand on passe sa vie à s'arracher les cheveux et à lever les yeux au ciel en disant mais c'est quoi ce mot, mais pourquoi, mais non, là ça marche pas, et d'avoir cet endroit, ce lieu où il y en a pas, où il n'y a pas de mots, où c'est un langage et une promenade et un univers où il n'y a pas de langue non plus, il n'y a pas de barrière entre les langues. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Tu envies ça? Alors j'envie. En même temps, en tant que traductrice, j'adore, moi, franchir la barrière. Oui. Tu as un levier d'universel. C'est un petit frisson, tu vois, à chaque oui. fois que tu fais... Parce que c'est impossible de traduire. Oui. Tout est intraduisible. Quand il y a des gens qui disent « Ah, mais ça, ce roman, il est intraduisible. » En fait, il n'y a rien de traduisible, donc, à mon avis. On fait comme si, on fait du mieux qu'on peut. Donc, il y a cette frontière que moi, j'adore passer. Mais c'est vrai que, de temps en temps, l'idée d'un langage universel et de cette... Moi, j'adore voir des musiciens qui ne parlent pas du tout la même langue, pouvoir s'asseoir dans une pièce et on y va. 3, 4. Ouais, voilà. Et ça, c'est une beauté incroyable, c'est une émotion Quel incroyable. mystère, quel mystère. Ouais. Mais c'est un langage et un code, mais qui est différent.
Peut-être un dernier mot avant de passer au chapitre suivant. Dans ton dernier roman, L'Éternel fiancé, tu parles, tu dis j'aimerais comme en musique reprendre depuis le début. Et dans une interview que j'ai pu entendre de toi, tu dis la musique ça file, et un peu comme la vie. Tu peux nous commenter ce point-là? Oui, dans le dernier roman, L'Éternel fiancé, la musique, elle joue ce double rôle, c'est-à-dire à la fois, c'est pas comme la vie, puisque la vie, on ne peut pas reprendre à la mesure 18 en disant « Ah non, j'aurais pas dû répondre ça à Denis Gancel, si seulement j'avais… » Ah non, reprenons. Alors, au montage. Voilà. Alors, parfois, on peut le faire au montage, mais dans la vie… moi, je sais que mes meilleures répliques, c'est toujours le surlendemain du moment où j'aurais dû les envoyer. Alors qu'en musique, on peut, en tout cas au moment, pendant la répétition, pendant le travail, on peut, et on le fait sans arrêt, reprendre pour mieux faire. On reprend, comme on dit. On reprend. Alors que dans la vie, on ne reprend pas. C'est qu'une fois. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'étonne chaque jour. Pratiquement, je me dis, vraiment, une seule fois? Ah bon? Comme c'est étrange. Et il y a cette malédiction, bénédiction du temps qui file. Donc, voilà, ça, non seulement c'est qu'une fois, mais ça ne s'arrête pas. On ne peut pas s'arrêter pour dire stop, arrête vie, arrête maintenant. Pause. Là, pause, on s'arrête, on est bien là, on ne bouge plus, on est bien. Et là, on retrouve la musique. Parce que la musique, c'est aussi quelque chose qui est, à un moment, il y a un professeur de musique dans le livre qui dit c'est beau tout le temps, ça ne s'arrête jamais d'être beau pour dire là, c'est beau. Non. Et il y a presque quelque chose de frustrant quand on écoute de la musique. Je ne sais pas si tu l'éprouves, mais il y a parfois il y a une harmonie, comme ça, un empilement de notes qui forment un accord où tu dis ah, il est déjà parti, c'est fini. C'est passé. Voilà, c'est passé. Et là, ça ressemble à la vie, un peu. Ce côté, c'est déjà passé. Le présent n'existe pas. Donc pour ça, c'est semblable. On va passer, si tu le veux bien, au deuxième chapitre. Cette fois, c'est la flamme qui fait briller. Là, imagine que tu es précisément un éclairage puissant, une flamme puissante, et que tu aies envie de mettre en valeur quelqu'un, quelque chose, une cause. Tu as la parole. Là aussi, c'est très difficile pour moi de faire le tri. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui m'occupent et qui m'agitent. Donc ça va être un peu... Une miscellanée, par exemple. Ça va être un peu fouillis. Une chose que je remarque, par exemple, en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de... La forme que prennent les conflits intergénérationnels me semble assez particulière et inattendue. Je pense qu'elle m'a surpris, la forme que ça a pris m'étonne. Et peut-être parce que, comme les vieux de maintenant que nous sommes, n'étaient pas préparés à être vieux, ou se sont jamais sentis vieux, ou je sais pas, quand on était petit, et on sentait vraiment, il y avait les enfants d'un côté, le monde des enfants d'un côté, et le monde des adultes de l'autre, et c'était bien séparé, quoique c'était un petit peu moins séparé qu'à la génération d'encore avant, mais ça avait évolué. Mais nous, la génération dans laquelle on a vécu, c'était beaucoup plus mélangé. C'était beaucoup plus des relations, je sais pas, presque horizontales. C'est une communauté. Avec la question de l'âge est beaucoup moins, apparemment. Il y avait un commun. Apparemment beaucoup moins crucial, il y a un partage, etc. Et pourtant, par surprise, alors que les vieux que nous étions pensions que nous n'étions pas spécialement vieux et qu'on était super cool, les jeunes ont réussi à dire non mais vous n'êtes pas cool du tout, on vous déteste, comme les jeunes, enfin c'est une hyperbole, comme les jeunes ont toujours rejeté les personnes d'avant, qui les ont précédés, et c'est un processus absolument nécessaire, donc c'est un ravissement. Donc ce n'est pas quelque chose que tu dénonces? Pas du tout, au contraire, c'est quelque chose qui me ravit, mais c'est quelque chose à quoi il faut prêter oreille.
Et je trouve qu'on prête jamais assez oreille à la parole qui vient d'en dessous. Quel que soit cet en dessous, que ce soit de gens plus jeunes ou de gens plus démunis ou de gens... Sont-ils en dessous d'ailleurs? Non, en dessous, c'est pour ça que je dis en dessous, ils sont en dessous par la génération, si tu Oui, veux. ils sont après. Ils sont après. Oui. Mais j'entends souvent beaucoup de... comment on peut dire, oui, de mépris chez des gens de notre génération qui disent les revendications des jeunes, elles sont ridicules, ils se préoccupent de choses qui n'ont... ils sont pas politisés, ils sont pas ceci, ils sont pas cela. Et moi, j'ai toujours été frappée par le dénigrement d'une génération par l'autre. Et autant je trouve ça très nécessaire que les jeunes affrontent la génération d'avant et la rejettent, autant je trouve que c'est dommage qu'il y ait ce dénigrement constant. Parce que je trouve que là, on est à un moment où, pour les jeunes gens, c'est extraordinairement difficile. Parce que c'est vraiment comme si... c'est une séquence de Calimero, je ne sais pas si tu te souviens de ce petit dessin animé où il y avait un poussin qui naissait, qui disait toujours « c'est trop injuste » avec sa petite coquille sur la tête. Et c'est une séquence de Calimero qui tourne au film d'horreur, parce qu'à peine ils sortent de l'œuf, on leur dit « bon, c'est foutu, vous n'aurez pas de boulot, n'espérez pas en avoir, la planète c'est mort, et puis ben voilà. » C'est d'autres questions? Et je me dis... ouais, c'est quand même pas extraordinaire comme message, comme environnement, comme accueil. Et donc, je me dis qu'il faut arriver à encore plus écouter et respecter les initiatives et les prises de position de nos enfants. Et à les encourager sans désespoir, sans être « de toute façon, qu'est-ce que tu crois, on a déjà essayé, ça n'a pas marché », etc. Parce que moi, j'ai tellement entendu ce discours-là, un discours désespérant de « c'est même pas la peine d'essayer ». Et je crois que ce discours-là, qui a beaucoup traîné, il est particulièrement toxique en ce moment. Donc celui-là, déjà, je voudrais qu'on arrête avec ça. C'est noté. Dans ce que tu dis, peut-être est-ce que c'est la fille d'Aldona Houry qui parle, qui est un pédiatre fameux. Tu me disais tout à l'heure, avant qu'on commence cette interview, que ton papa continuait d'exercer et donc d'accompagner des parents qui ont besoin d'écouter leurs enfants. Moi, je voudrais te poser une question. Comment écoute Agnès de Sarthe? Comment tu as cultivé ton sens de l'écoute? Mais je ne sais pas si je l'ai cultivé, j'ai l'impression que ça a toujours été presque un défaut. Souvent, c'est avec les défauts, je trouve, qu'on forge nos meilleurs outils. Ce que je veux dire, c'est que je pense que j'étais une enfant assez solitaire, je n'étais pas très douée pour me faire des amis. Je ne comprenais jamais rien au code, je ne comprends toujours rien d'ailleurs, mais quand on est petit, c'est plus douloureux. Et donc, je n'étais pas très intégrée à la vie enfantine. Donc, quand c'est comme ça, ben, on se met en marge et ben, on ne fait pas exprès, mais on écoute parce qu'on ne parle pas, parce qu'on ne sait pas quoi dire, parce que les autres... Et donc, au départ, ça vient plutôt d'un léger handicap. D'une réserve? C'était plutôt un handicap, je dirais une sorte de handicap social. Ah oui, à ce point-là. Oui. Mais pas lourd, pas si mal vécu que ça. Je l'ai toujours su qu'il y avait ça. Et bon, par moments, c'était plus violent qu'à d'autres, mais mais je voyais bien que l'avantage, il y avait un avantage à cette absence d'interaction, c'était que la curiosité était parfaitement satisfaite. C'était que je regardais et que j'écoutais. Et je me souviens par exemple de longs voyages en bus ou en métro quand j'étais enfant, où au lieu d'être dans cette position-là, tout droit devant le siège, j'étais souvent comme ça, parce qu'en fait j'écoutais les conversations des gens
derrière. Tu observais ton monde. Ah, et j'écoutais, et je rentrais à la maison et je racontais des conversations entières d'inconnus à mes parents en disant « et alors elle lui a dit » et il lui a dit, et il lui a répondu, alors elle lui a dit, etc. Le magnéto était dans le bus. Ah, complètement, le magnéto, il est toujours là. Il est toujours là. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent, ou celles qui nous écoutent, pour mieux écouter? Oublier qu'on existe et que ce soit agréable d'oublier. C'est une autre chose qui me frappe, c'est le souci du moi qu'on a ces temps-ci. Être soi, très important, être soi. Mais qui c'est? Je ne sais pas qui c'est, soi. Est-ce que ça existe? Et puis, s'améliorer, être mieux. Être, je fais ci, je fais ça, je conquiers. Et pour moi, le moi, c'est comme c'est rien, c'est informe, c'est un réceptacle. Mais ça n'a peut-être une résonance de l'autre. Oui, mais voilà, en tout cas, on n'a pas à s'en préoccuper. Et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on écoute et qu'on regarde le mieux. Quand on arrête de se demander de quoi j'ai l'air, qu'est-ce que j'ai dit, est-ce que j'ai bien parlé, est-ce que c'est bien, est-ce que je suis bien, d'être dans la pleine curiosité. Et ça, en plus, c'est pas seulement que ça permet de mieux écouter, c'est aussi que c'est très agréable. Et c'est peut-être aussi se taire vraiment. Ouais. Écouter. Oui, parce qu'on a tous cette voix intérieure qui est que pendant qu'on écoute, on pense à des tas de choses. Moi, j'aurais dit ça, elle dit ça. Peut-être on peut dire ça. Est-ce que tu partages cette idée de se taire, d'apprendre à se taire vraiment? Là, c'est amusant parce que je remarque souvent, puisque j'écoute beaucoup les conversations des gens, que très souvent, la conversation, il y a quelqu'un qui parle, pendant ce temps-là, la personne fait... Et en fait, elle attend de dire, eh ben moi... et c'est comme une partie de tennis, quoi. On attend de pouvoir le lancer. C'est très important ce moment où on dit le « eh ben moi ». Et parfois, je me dis, pourquoi c'est si agréable de dire « eh ben moi ». Qu'est-ce qui se passe dans ce moment où on déclare quelque chose de soi? Ça demeure un peu un mystère, hein. Mais moi, ça m'arrive aussi, hein. Bien sûr, heureusement d'ailleurs. Et pendant que je le fais, je me dis pourquoi c'est agréable? Qu'est-ce qui est agréable? Est-ce que c'est vraiment agréable? Mais je l'observe. Et donc, ce terme, et ça a été un apprentissage, hein, pour moi, parce que j'ai commencé par parler beaucoup avant de me taire. Et le moment où je me suis tue, ça a été une révélation, hein. Ça a été extraordinaire. Le moment où je me suis dit, plutôt que de raconter tes aventures, eh ben moi, pose des questions et vois ce qui se passe. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de te parler de cuisine. Alors, vas-y. Parce que je trouve que dans cette écoute mutuelle, il y a la cuisine, l'art de faire la cuisine. Et tu es une formidable cuisinière. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta cuisine et comment tu l'as appris? Et peut-être quel lien ça a avec ce qu'on vient d'évoquer? Alors, je vais commencer par le lien, parce qu'il y a un lien. Le lien que ça m'arrange. Le lien que j'ai constaté, c'est que comme je cuisine beaucoup, souvent, et beaucoup pour les autres aussi, j'arrive à voir que ce qu'il y a dans l'assiette est très très lié aux personnes qui vont manger. C'est-à-dire que je me souviens un jour, je m'étais vraiment fort fâchée avec un ami, très très violemment, et j'étais très triste. Et la brouille a duré. Et puis au bout d'un certain temps, il est revenu et je crois qu'on l'a invité à manger. Et donc j'étais très... j'avais peur, en fait, pendant que je cuisinais, je me disais, ça va pas être bon, parce que j'avais l'impression d'avoir encore de la rancœur. Et je me disais, ah là, ça va... La sauce va être gâtée. Voilà, il va se passer quelque chose. Et ce qui était drôle, c'était qu'on a mangé, c'était délicieux. Et de manger cette nourriture délicieuse, je me suis dit, c'est bon, on est complètement... Je suis sûre, c'est la preuve, on est entièrement réconciliés. Et à chaque bouchée, je me disais, je suis heureuse, j'ai retrouvé mon ami.
c'était vraiment une mise à l'épreuve de ce lien qu'il y a pour moi entre la nourriture et les sentiments. Et donc, souvent, avec les gens qui sont autour de moi, me viennent des idées d'aliments qu'il faut absolument qu'ils mangent, que je leur fasse goûter, ou un alliage. Et donc, je peux me lever de mon bureau où je suis en train de travailler pour me dire, non, il faut que j'aille faire cuire cet aliment avec celui-là, associé. Mais tu as écrit un livre sur le sujet. Alors, entre autres, oui. Dans Mangez-moi, le personnage principal cuisine par désespoir, d'ailleurs, au départ, hein, et par amour aussi. Et donc, c'est un personnage qui ouvre un restaurant de manière un peu folle, sans avoir jamais eu d'expérience dans ce domaine, et qui passe par toutes les phases, quoi. Les phases de personne ne vient dans mon restaurant, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de monde, je suis toute seule, j'arrive pas à servir. Enfin bon, voilà, c'est la panique. Mais ça, c'était un moment de ma vie où je cuisinais tellement que je n'écrivais même plus. Ça avait pris le pas. Tu n'as jamais voulu en faire ta profession? Mais je crois que j'ai écrit ce livre pour que ça ne devienne pas ma profession, en fait. C'était vraiment un moment où j'étais tentée. Tu as exorcisé. Et je me suis dit, non, il ne faut pas. Donc, c'est devenu un livre. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voudrais ajouter sur ce chapitre de la flamme qui éclaire? Tu as parlé donc des jeunes générations. Est-ce qu'il y a un autre sujet? Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a beaucoup d'autres sujets. Oui, c'est vrai. C'est vrai, puisque Flamme donne la parole aux flammes que sont les femmes. Exact. Je voudrais ajouter un mot sur le fait que on vit une période de transition qui a l'air assez violente pour certains, et peut-être pour les hommes en particulier, qui se disent mais qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont agressives, tout va bien, il n'y a pas de problème, moi je ne suis pas du tout misogyne, il y a vraiment, mais bien sûr qu'il y a une égalité, et puis qui en ont presque déjà ras-le-bol, et des femmes aussi d'ailleurs qui se sentent menacées par ce discours de revendication où on demande et où on espère plus de justice, et c'est malheureux, mais peut-être que dans les discours ça semble excessif, mais dans la pratique on voit bien qu'il y a encore énormément de chemin à faire, et surtout dans les mais aussi dans les consciences, parce que, et ça c'est une forme pour moi de chose assez importante qui s'est passée ces dernières années, qui est en germe depuis longtemps, mais parce que oui, j'ai une petite manie qui est que j'aime bien être contente de ce qui se passe maintenant. Je déteste le « c'était mieux avant ». Et donc je me dis toujours, je fais toujours des petites collections de bon, alors c'est quoi qui est bien maintenant, qu'on a découvert? Comme le morceau de musique de tout à l'heure. Là on est bien. Voilà, là on est bien. Eh bien c'est ce qui s'appelle le décentrement, c'est-à-dire penser pas à partir de soi, mais en s'imaginant qu'on est quelqu'un d'autre et ailleurs, et autrement. Mais avec tous les détails. C'est vraiment un exercice. C'est la romancière qui parle, peut-être? Mais c'est vrai qu'on fait ça sans arrêt quand on est romancier. Mais là, c'est une proposition qui est faite à tout le monde, d'une certaine manière, par les nouvelles façons de penser. C'est-à-dire, il y avait une émission de télé à un moment, je ne sais pas si tu te souviens, qui s'appelait « Vie ma vie ». Oui, bien sûr. Vie ma vie d'écrivain, vie ma vie de boulanger, les gens échangeaient. Oui. Et alors, c'était ce que c'était. N'empêche que le principe, pense ma vie ou vis ma vie, c'est-à-dire... Mets-toi à ma place. Mets-toi à ma place. Imagine-toi, mais avec tout. Avec un bras en moins, avec une autre tête, avec 13 enfants, avec... Ou étant plus âgé. Ou plus âgé, ça aussi c'est important. Et ne projette pas en imaginant depuis ta place comment c'est. Fais l'expérience, c'est mental, mais de ce que ça représente. Et donc fais l'expérience, par exemple, de ce que c'est pour plein de jeunes filles de devoir prendre le métro avec les mains derrière le dos pour pas qu'on leur touche les fesses. Imagine ce que c'est, ça a l'air de rien.
Mais vis-le une fois. vis-le une fois. Ouais. Voilà, promène-toi dans le métro avec les mains Ouais. qui ne peuvent pas, tu peux pas lire un livre, tu peux pas regarder ton téléphone, tu peux pas te tenir à la barrière parce que quelqu'un va te toucher les fesses pendant ce temps-là. Ça a l'air de rien, c'est l'accumulation aussi de ces choses-là qui font qu'on comprend que c'est pas tout à fait... Il y a encore beaucoup de travail. Tout à l'heure, tu parlais de ton carpe diem, qui est le fait de voir les choses bien. Ça me donne la transition pour le 3e chapitre, si tu veux bien. C'est la flamme qui réchauffe. Pour le dire simplement, c'est les raisons d'espérer d'Agnès de Sarthe. Voilà. Où la places-tu, cette flamme? Alors, je la place dans le constat que j'ai fait que les mauvaises nouvelles sont très prévisibles et les bonnes nouvelles arrivent toujours par surprise. Et c'est vraiment quelque chose qui me... Et pas l'inverse. Qui me frappe. Ben non, comment dire, par exemple, le réchauffement climatique est une extrêmement mauvaise nouvelle. Ça fait des années et des années qu'on l'annonce et qu'on sait que ça va arriver. Donc la mauvaise nouvelle, elle grandit, on la voit comme un nuage qui arrive depuis l'horizon. On a beaucoup de prédictions qui vont dans ce sens-là. Et puis c'est vrai aussi que comme en ce moment on vit une période, c'est peut-être pas par hasard, mais de passion négative, hein, où il y a beaucoup d'excitation autour de la fin des choses. Mais ça, c'est étrange parce que on n'en parle pas assez comme d'un objet libidinal, mais c'est une certaine libido. Hein. Il y a pour plein de gens, ils disent qu'ils ont peur, mais en fait, il y a une jouissance c'est terrible, c'est la catastrophe. Avec une sorte de jouissance du commentaire. Tout va mal, oui, du commentaire et du constat, et puis aussi les heures que passent les gens, par exemple, devant des chaînes en continu quand il y a une catastrophe, à regarder. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? De regarder toujours ces mêmes images avec une fois qu'on a l'information, bon, voilà, on déplore, on est triste, on vit peut-être. On vit, on est angoissé, on vit quand même, etc. Mais qu'est-ce que c'est ce mouvement de rester devant la fascination pour la catastrophe? On ne comprend pas plus quand on a regardé 5 heures d'affilée que quand on a regardé 5 minutes. Ça veut bien dire qu'il y a une libido, il y a un désir qui est lié à ça. Et que moi je vois très souvent, de plus en plus souvent à l'œuvre. Et d'ailleurs, souvent, je trouve que les adultes avec les enfants ne se rendent pas compte que cette libido catastrophiste, elle n'est pas extraordinairement bénéfique. Je ne dis pas du tout qu'il faut éduquer les enfants dans un petit monde d'anges et de marionnettes inoffensives, etc. C'est pas du tout ça, je suis bien placée pour en parler. Oui, j'écris des contes pour enfants qui sont très cruels. Mais je ne crois pas non plus que ce soit merveilleux de passer des journées à dire mais de toute façon c'est foutu, ou à regarder avec eux des émissions en boucle comme ça qui passent à la télé, les informations, il n'y a que des catastrophes, des catastrophes, des catastrophes. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Donc je reviens à cette histoire de les mauvaises nouvelles, on les voit venir, les bonnes, jamais. C'est-à-dire que très souvent, les vaccins qui sauvent des milliers de vies sont découverts au détour d'une erreur. Souvent en médecine, ça a été ça. Hein. Mais pas seulement, même pour la fabrication de certains alliages. Il y a eu toutes sortes de découvertes qui se sont... Avant de faire la découverte, on a une piste. Mais très souvent, ce n'était pas vraiment la piste qu'on suivait qui a abouti. Elle a servi, mais c'est pas directement... c'est pas aussi vectorisé que ça. Et donc, moi, je me dis toujours, et c'est ça aussi qui me tient, c'est d'une part que la bonne nouvelle arrive par surprise, donc faut rester ouvert. Elle peut surgir. Et l'autre chose, c'est aussi que la vie telle que... Moi, je l'appelle, dans ma tête,
la grande expérience. C'est un mot, c'est tout bête, hein, c'est presque un mot d'enfant d'appeler ça la grande expérience. Mais ça veut dire chaque chose qu'on vit est bénéfique parce que on fait l'expérience de ce que c'est que vivre. C'est-à-dire un chagrin d'amour, c'est terrible, c'est déchirant, mais c'est l'expérience. Ça fait partie de la grande expérience d'être vivant, donc on le traverse en se disant « Ah, je fais l'expérience de ça ». Et plus on vit de choses, les bonnes et les mauvaises aussi, hein, plus on aura fait, pas une petite expérience, mais une assez grande expérience. Je fais l'expérience de la douleur extrême. Bon, voilà, je la connais. J'ai parcouru ce chemin-là, par exemple. Donc ça aussi, c'est une des choses que je me dis pour parfois, quand le matin, en ouvrant cet œil, je me dis, est-ce que je vais vraiment ouvrir l'autre ? Je ne sais pas. Je dis, si, il faut y aller, il faut faire la grande expérience. Est-ce que tu es en train de dire, comme Sylvain Tesson, qu'il faut être à l'affût de cette grande expérience, notamment pour accueillir les bonnes nouvelles ? Ah oui. Oui, complètement à l'affût. Mais à l'affût, ça peut être à l'affût dans le jardin, se dire « j'aurais jamais cru que ça reprendrait cette... Ça peut être tout petit, hein. J'aurais jamais cru qu'il reprendrait ce rosier, il avait gelé, il reprend. C'est dingue. Ça peut être tout petit comme ça, mais ça peut être beaucoup plus vaste. Mais en tout cas, oui, regardez... c'est vrai que moi, c'est ma contre-proposition à la passion négative. C'est vrai que moi, mon désir, il est toujours... Et c'est pas se bercer d'illusions, hein, parce que je suis très, très pessimiste. On dirait pas. Si, c'est mon secret aussi. C'est d'être si pessimiste que je suis toujours étonnée en bien. Je me dis toujours, c'est pas si mal. Mais je suis toujours pas morte. Incroyable. Je me pince. Ouais, c'est fou, je suis encore là. C'est pas mal. Non, je suis très très pessimiste. Et dis-moi Agnès, quelle place occupe la lecture dans cette grande expérience ? Parce qu'on pourrait dire la lecture c'est une fuite par rapport à la contemplation dans ton jardin. En fait, pour moi, dans la grande expérience, il n'y a pas de hiérarchie entre le réel et le virtuel, au sens où, par exemple, un rêve qu'on fait la nuit fait partie de l'expérience. Mmh. Les livres qu'on lit, c'est l'expérience aussi. Tout participe. Et donc la lecture, c'est extrêmement, extrêmement important. C'est tout le temps. Je lis toute la journée, puisque, en fait, comme je passe une bonne partie de ma journée à traduire, quand on traduit, on lit. Quand je traduis pas, j'écris. Et quand j'écris pas, je lis. Et puis je lis tout le temps, en fait. C'est très... c'est omniprésent dans mon existence. Et j'ai un appétit pour la lecture et une curiosité des livres. Par exemple, j'ai le contraire du vertige de la bibliothèque. Le vertige de la bibliothèque, on se dit « Oh là là, il y en a tellement. Par quoi commencer ? Autant ne pas lire. » Voilà. Moi, c'est le contraire. Ça me met en joie de me dire... Ça te stimule. Oui, de me dire, il y a encore tous ces livres-là que j'ai pas lus. Quelle merde, que de bonheurs à venir. Donc c'est comme ça que je les vois, les livres. Donc les lectures passées qui fabriquent un socle, et les lectures futures, à venir, qui sont un horizon délicieux. Peut-être on fait une petite page de pub pour ceux qui voudraient s'initier à la lecture, un petit bijou que tu as écrit qui s'appelle « Comment j'ai appris à lire », qui est ta propre expérience de la lecture. Tu peux nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. C'est un livre que j'ai écrit sur commande, ce qui n'est pas si fréquent. Oui. C'était Capucine Rua aux éditions Stock qui m'avait demandé d'intervenir dans une collection qu'elle dirigeait alors, qui s'appelait La Grise, et qui était une collection dans laquelle elle invitait des écrivains à parler de la littérature. Moi, j'ai dit tout de suite oui, et puis une fois que j'ai raccroché, je me suis dit « Oh, comment je vais m'en sortir ?» Parce que j'avais l'impression que tout à coup, ça allait « Alors, je vais vous parler de la littérature. Oui. » Je me dis « Oh là là, j'ai tellement pas une posture que j'ai envie d'adopter, en fait, un truc de surplomb, comme un cours magistral, ça me... Donc je me suis dit, oh là là, je ne vais pas le faire, je ne vais jamais y arriver. Et puis j'ai eu l'idée, en fait, de parler pas en tant qu'écrivain, parce que c'était le en tant qu'écrivain qui me gênait. Je me suis dit, je vais parler en tant que lectrice. Et là, tout de suite, le livre est venu.
surtout, il est venu parce que je me suis souvenue. Alors, on peut se dire, mais comment tu as pu l'oublier? Mais si, parce que quand on change, parfois, il y a des choses qui nous échappent. Je me suis souvenue que je lisais très peu enfant. Enfin, je disais que je détestais lire, ce qui est assez troublant quand même pour quelqu'un qui écrivait déjà beaucoup et qui est devenu écrivain. Et je me suis dit, tiens, ça c'est un point de départ intéressant, de partir du rapport conflictuel avec la lecture. Comment j'ai fait ce parcours, de partir de ça, cette parole si violente, je déteste lire, parce que c'est quelque chose que je disais. Après, ce qui m'a surprise, c'est que j'ai fait une enquête sur mon propre rapport à la lecture, et je me suis dit, bon, alors, bon, tu ne lisais pas, tu ne lisais jamais, tu détestais lire, d'accord. Bon, alors, sûrement que tu as quand même lu quelques livres quand tu étais enfant, donc commençons la liste. Et là, j'ai pris un crayon, vraiment, un crayon à papier, et j'ai fait la liste. Puis la liste s'allongeait, puis je voyais que j'avais lu énormément de livres. Je me dis, mais c'est bizarre, je lisais quand même. Mais alors, pourquoi j'avais besoin de dire que j'aimais pas ça? Qu'est-ce que je revendiquais? Et donc, ça a été le début vraiment d'une enquête sur les liens entre la lecture, le passé, les relations familiales, l'histoire avec un grand H, ses rapports avec la petite histoire personnelle. Et donc, j'ai retracé ce parcours qui allait de quelqu'un qui disait « je déteste lire » à quelqu'un qui dit « j'adore lire » et qui lit plus que la normale, plus peut-être de manière un peu, pas maladive, mais enfin addictive en tout cas. Donc j'ai étudié ce parcours qui était le mien, parcours de lecture. Alors, on va tourner la dernière page du livre de Flamme, si tu le veux bien, à travers cette question toute simple qui est la flamme cette fois, que tu as envie et que tu souhaites transmettre. Quelle est-elle? Alors, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça vraiment comme avec l'image de la flamme, donc quelque chose de comme ça, tu sais, de vacillant qui bouge. Et en même temps, j'avais envie que ce soit pas trop sérieux. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait une chose qui était très importante dans ma vie et que j'aimerais bien transmettre, c'est l'absence totale de peur du ridicule. C'est bizarre hein, comme transmission. Le ridicule ne tue pas. Mais plus que ça. Alors, pour mettre un peu de sérieux dans cette affaire, je vais citer Virginia Woolf, mon maître, ce merveilleux écrivain qui est né à la fin du 19e siècle, merveilleuse écrivain anglaise, qui disait « À quoi bon écrire si on ne se rend pas ridicule ?» Donc ça part de là, on va dire. Ça veut dire qu'il faut accepter d'apparaître, pas forcément à son avantage. Et pourquoi c'est important? Parce que ça permet de faire les choses malgré tout. Parce que moi, j'entends sans arrêt des gens avoir peur. Je ne peux pas parler en public, j'ai trop peur. Je ne peux pas chanter, alors là, chanter en public, j'ai trop peur. Ou des gens qui disent non, je ne peux pas aller au théâtre parce que je ne sais pas comment m'habiller, j'ai peur d'être ridicule. Qui s'empêchent d'un tas de choses. Et socialement aussi, il y a des tas de transferts qui ne se font pas parce que des gens d'une certaine classe sociale ou qui se vivent comme appartenant à cette classe sociale, ayant pas les codes, et les codes c'est quelque chose de très important et d'affreux et je les déteste, n'ayant pas les codes se disent « Ah ben, je vais être trop ridicule dans cette situation donc je le fais pas. Je vais pas faire d'études, je serai ridicule, c'est pas pour les gens comme moi. Je vais pas aller au concert, je serai ridicule, c'est pas pour les gens comme moi. » Et souvent, moi je mets le mot de ridicule, je le rajoute parce que je me dis que c'est souvent ce trait-là qui unit toutes ces attitudes un peu de repli, de peur, de pas oser. Et en fait, on est forcément ridicule parce que vu qu'on ne vit qu'une fois, je t'ai fait cette révélation, hein, je la note. C'est terrible, mais donc on n'a pas, et c'est la grande expérience, c'est une seule. Donc on ne sait rien faire. La première fois qu'on a des enfants, on est nul. Et parfois on n'en a qu'un, et bon, on va être un parent nul, on sera un parent ridicule, on ne sait pas le faire. On ne sait pas. On fait tout. Comme on dit en enregistrement de musique, on a une prise. Bah ouais.
à chaque fois, même si on recommence, en fait, comme c'est jamais les mêmes histoires. Et donc, ou alors il y a ce dicton anglais qui dit fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à le faire pour de vrai. Parce que en fait, on n'a jamais les armes suffisantes pour oser ou pour être. On n'est jamais parfait, et tant mieux d'ailleurs. Mais donc cette idée que il va rien se passer de très très grave, parce qu'il y a aussi tout ce truc avec maintenant, c'est devenu une terreur puisque maintenant on a aussi tout ce discours autour d'une réalité, hein, c'est pas du tout un fantasme, qui est le harcèlement des gens qui se font ridiculiser par les autres. Des enfants qui se tuent pour ça, des adultes aussi. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit « Ah, on a ri d'eux. » Le phénomène du bully à l'école. Voilà, t'es ridicule. Et moi, je dis, ben voilà, la flamme que j'ai envie de transmettre, c'est « Et alors ? Eh ben, je m'en fous. Ouais, je suis ridicule. Ouais, je louche. Ouais, je sais pas, j'ai les cheveux pas rangés. J'en sais rien. Je suis gros, je suis maigre, je suis petit, je sais pas ce que j'ai. Je vous plais pas. Je vous emmerde. » Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour dissiper, pour détruire ce ridicule perçu ? C'est à la fois être... j'ai l'impression que pour être moins, comment dire, la proie des autres, parfois le point de départ, parce que les autres, on n'y peut rien. Quand on est con, hein, comme disait l'autre. Mais la chose qu'on peut faire sur soi, c'est justement, étrangement, hein, pour s'en foutre des autres, il faut commencer par pas tant s'intéresser à soi. Si soi, c'est pas si important on y que revient, ça. On y revient. Si soi, c'est pas le Graal, il faut que je sois fort, il faut que je sois beau, il faut qu'on voit que ce que j'ai mangé était vraiment super cool, donc je vais le photographier pour mettre en valeur je ne sais pas quoi. C'est-à-dire d'être dans... mettre un point, une halte à cette autopromotion et se dire juste que on vit ce qu'on vit pour voir ce qu'on vit quand on le vit, d'être curieux de ce qui se passe. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine immunité qui en découle. Et ça, je le dis d'expérience, hein, parce que c'était pas... Moi, j'ai été une enfant très moquée, et à l'époque, on disait pas harcèlement, on disait pas tout ça, mais je pense qu'on aurait pu dire ça. Et même en tant que... Plus tard, en tant qu'adolescente et même en tant que jeune adulte, je me suis retrouvée dans des tas de situations où on me disait « t'es nul, t'es pas comme il faut, va-t'en ». Et je vois bien comment si j'avais eu une faille à cet endroit-là, j'aurais vraiment pu être disloquée par ce discours. Oui, parce que c'est une vraie violence. Ah oui, c'était très très violent. Hein. Et c'était une violence consciente et heureuse d'être violente. Mais je crois qu'à chaque fois, ça glissait sur moi. Parce que j'avais pas le temps de m'occuper de ça. Ça ne m'intéressait pas. Ce qu'on pensait de moi ne m'intéressait pas. Parce que moi, ne m'intéressait pas tellement. Je m'intéressais plus à ce qu'il y avait... C'est la curiosité qui m'a sauvée. Je suis très, très curieuse. Donc, je n'avais pas le temps de me dire « Ah, comment je suis ?» J'étais là. « Ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Donc, c'est ça. C'est ça que j'aimerais transmettre, c'est qu'on s'en fout d'être ridicule. C'est pas grave, c'est rigolo. On s'en fout d'être ridicule. Ouais. Tu me donnes un thème de conclusion qui est le thème du portrait. Parce que je suis frappé de voir que dans ton œuvre, précisément, il y a le goût du portrait. Et nous avons en commun, et c'est grâce à toi que je l'ai rencontré, le roi René. Ouais. Et je voudrais qu'on conclue sur le roi René, si tu le veux bien. Il s'agit de René Urtréguer. Je voudrais que tu nous parles de sa rencontre et de son destin de vie, parce que, comme tu le décris bien, il y a le pinacle, il y a la chute, il y a la gloire, il y a la rechute, et il y a à nouveau le renouveau. Et ça pourrait faire une belle conclusion à notre entretien, si tu le veux bien. Donc le roi René, comme on l'appelle, c'est René Urtréguer, qui est un pianiste, immensissime pianiste, qui a fait une grande partie de sa carrière dans le jazz, mais pas seulement, mais il est surtout... célèbre pour ça, qui a été le partenaire de jeu de Miles Davis, de Dizzy Gillespie, de Stan Getz, de Chet Baker, enfin voilà, pour ne nommer que, mais il y en a plein d'autres, qui est français,
qui a joué à tous ces Américains, mais je le précise parce qu'il pourrait être... Oui, il faut préciser que tous ces artistes américains venaient en Europe et il fallait trouver des musiciens pour les accompagner qui aient autant de talent qu'eux. Et donc René faisait partie de ces très rares. De ces très rares élus et qui étaient invités aussi en match retour pour jouer là-bas avec les maîtres du genre. Et donc René a maintenant 86 ans, je pense. Moi, quand je l'ai rencontré, oh non, il a peut-être même plus, je ne sais plus, je ne suis pas très forte en calcul, mais en tout cas, quand je l'ai rencontré, il en avait 82. Et moi, je le connaissais comme grand pianiste, mais je ne le connaissais pas personnellement. Et quand je l'ai rencontré, j'ai été frappée par son humour, par son ouverture d'esprit, par sa vivacité d'esprit. Et je l'ai entendu parler de sa vie. Et quand je l'ai entendu raconter certaines anecdotes, je me suis dit, bon, il a une gouaille incroyable, une mémoire inouïe que je n'ai jamais prise en défaut, parce qu'après quand même, une fois que... Donc, ne brûlons pas les étapes, j'entends ce merveilleux monsieur raconter sa vie, et je me dis, ah oui, c'est quand même pas rien cette vie de fils d'émigrés qui... Pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui commence brièvement le piano, mais en fait c'est surtout ses sœurs qui en font, et lui il est là à côté, il écoute, qui perd sa mère qui est assassinée par les nazis, qui vit donc seul avec son père et ses sœurs, et puis commence comme ça à l'adolescence parce qu'il veut échapper à cette atmosphère de douleur, de tristesse. Il est conquis par le jazz et initié en cela par des cousins un peu plus âgés, et il devient... il avait fait beaucoup de piano classique, et c'est un très très bon pianiste classique en fait à la base. Je l'ai entendu jouer des polonaises de Chopin, c'est quand même quelque chose. Mais séduit par cette musique, il y entre, et il devient à 18 ans, je crois, très très tôt, une sorte de révélation du piano jazz en pleine année du bebop. Et donc là, ça se passe très bien, c'est merveilleux. Et puis plein de choses s'en mêlent pour que ce soit plus si merveilleux tout à coup. Il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de... là, on parle de flamme, parfois on se consume aussi, même dans l'amour de ce qu'on fait et dans la lassitude. Donc, il y a ce cocktail fait à la fois de substances réelles et de chimie intérieure qui font que le jazz est abandonné au profit de... ici, il est quand même dans les années, je crois, c'est en 64 qu'il devient le pianiste de Claude François, pour qui il a toujours une estime immense. Incroyable. Il n'a jamais dit... qu'il a sauvé, Claude François a sauvé René Entreguerre. Tout à fait. Et dont il a toujours dit que c'était un bosseur incroyable, un perfectionniste, qu'il avait toujours le plus grand respect pour lui. Claude François qui était batteur. Mais à cette époque, des personnes malveillantes, par exemple, disaient à René, et là on en revient au ridicule, moi à ta place je me suiciderais d'en être arrivé là, regarde-toi quelle pauvre chose tu es, etc. Et ça ne s'est pas passé comme ça, la vie n'a pas été... a été plus maligne que ça, puisque elle lui a fait rencontrer une femme merveilleuse, Jacqueline, qu'il appelle Jacotte, et pour qui il a arrêté toutes les drogues, l'alcool, etc. Et contre toute attente, et surtout celle, à mon avis, des gens de cette profession, il est revenu au premier plan du jazz, et il a reconquis un territoire entier, alors qu'il avait déjà eu, ça nous paraît très jeune, mais quand on a été très loin dans l'autodestruction, avoir 40 et un petit peu plus, et puis revenir dans un milieu, c'est très très dur quand on en est sorti. Et il est revenu au premier plan, aussi merveilleux, peut-être plus merveilleux, je pense, que la musique et il le disait d'ailleurs quand on écrivait ce portrait, il disait qu'il pensait qu'il jouait mieux maintenant, il comprenait mieux la musique, et donc moi ça m'a passionné de
de faire le récit de ce parcours totalement chaotique, où il n'y a pas de... et jamais il a été donneur de leçons, jamais... c'est vraiment l'exemple de ça, quoi, de quelqu'un qui a fait la grande expérience et qui s'est accroché, qui est reparti, qui est revenu, etc. et qui continue d'être là parmi nous, quoi. Voilà, alors on salue René et je recommande à tout le monde la lecture du roi René. Voilà, on arrive au terme de ces 4 flammes. Merci infiniment. Agnès, peut-être un dernier mot que l'on pourrait emporter comme ça, comme un bon livre de voyage? Ah non, j'aime pas avoir le dernier mot, moi. Je te le laisse. Comme disait Flaubert, l'erreur serait de conclure. Il a même dit l'imbécilité serait de conclure. Donc on ne conclut pas. On t'embrasse. Merci infiniment. Merci Agnès.